Bonjour. À quel type de demande, justement, faites-vous face actuellement? Actuellement, on fait face à deux types de demandes. La première, c'est celle qu'on a l'habitude d'honorer et qui est la demande en fait de renouvellement, mais qui s'est considérablement accentuée ces dernières semaines, de traitement par hydroxychloroquine des maladies auto-immunes dont nous sommes spécialistes, et notamment le lupus systémique. Comme vous le savez, le lupus systémique constitue une des indications du traitement par plaquenil et on l'utilise en général à 2 voire 3 comprimés de manière chronique dans le traitement de cette maladie et avec une très bonne efficacité puisque le plaquenil est devenu le traitement de fond de cette maladie. Et on a un nouveau type de demande maintenant, puisque beaucoup de services sont devenus des services dans lesquels on accueille des patients Covid+. C'est une prescription aiguë sur une courte durée et qui concerne donc l'infection par le coronavirus. Vous avez justement vous-même noté un effet de l'hydroxychloroquine sur les patients atteints de Covid-19 à qui la molécule a été administrée dans vos locaux? Écoutez, pour l'instant, c'est absolument impossible de répondre à cette question parce que il faut faire un essai thérapeutique pour donner une réponse claire à votre question. Et actuellement, les prescriptions de Covid-19 pour le Covid-19 qui ont été faites dans mon service ont été faites au coup par coup et de manière relativement rare. Quels sont les effets indésirables connus de l'hydroxychloroquine, puisque c'est l'un des arguments qui est régulièrement avancé pour, disons, ne pas conseiller sa généralisation? Alors, je crois qu'il faut distinguer deux types de situations. La première, c'est celle que j'évoquais auparavant. On va donner des doses qui sont des doses habituelles de manière chronique, de comprimés, parfois 3 comprimés par jour. Ça, c'est le cas des maladies auto-immunes. Donc, je ne vous parlerai pas des effets indésirables potentiels dans cette indication. En revanche, dans les situations aiguës comme l'infection par le Covid-19, on propose, et les différents protocoles qui sont en cours proposent des doses qui sont plus fortes de plaquenil, plutôt de l'ordre de 3 comprimés et même 4 comprimés le premier jour dans l'essai Discovery qui vient d'être lancé. Et là, on peut observer parfois des effets indésirables qui sont des effets indésirables liés à la dose. Alors les effets indésirables dans cette situation aiguë, on peut avoir des hypoglycémies, des troubles du fonctionnement cardiaque, ce qu'on appelle un allongement du QT qui justifie de surveiller de manière assez proche l'électrocardiogramme. Il y a souvent un trouble de l'accommodation de la vision au début, mais quelque chose qui passe assez rapidement dès qu'on baisse les doses. Il y a une mauvaise tolérance digestive quand les doses sont fortes, il y a des douleurs, des nausées, des douleurs abdominales. Et puis parfois les patients peuvent se plaindre d'un prurite, notamment qui est déclenché après la prise, après la douche ou après le contact avec l'eau. C'est ce qu'on appelle un prurite aquagénique. Ce sont des effets que vous qualifieriez vous-même d'importants? Alors, dans la situation aiguë, c'est-à-dire dose forte ou dose élevée plutôt, période courte, à mon avis, ces effets indésirables risquent d'apparaître, surtout qu'on va augmenter le nombre de patients qui pourront prendre ce traitement. Par comparaison, dans le lupus concerne pour l'instant 27 000 malades en France depuis très longtemps avec 2 comprimés par jour. Donc peut-être qu'on va trouver des gens qui vont avoir une susceptibilité anormale aux doses fortes de plaquenil. Mais en règle générale, le plaquenil est un médicament qui est bien toléré. Quand on le donne de manière chronique, nous on le donne pendant des années à nos patients qui ont un lupus. Et c'est là où on voit apparaître des effets indésirables qu'on appelle cumulatifs, comme l'atteinte de la rétine si on ne la surveille pas. Et c'est dans ce type de situation chronique qu'on voit l'essentiel des effets indésirables. Donc en aigu, à mon avis, on verra peu d'effets indésirables. Peu d'effets indésirables, dites-vous. Qu'est-ce qui s'oppose dans ce cas à ce qu'on prescrive, l'hydroxychloroquine, à tous les patients qui en font la demande? Alors, je crois que c'est le raisonnement médical qui est important. La première étape qui est la plus importante, c'est en règle générale en médecine, avant de mettre en route un traitement, il faut que vous ayez retenu ce qu'on appelle l'indication. Alors cette indication, elle est soit validée par des essais cliniques la plupart du temps, c'est quand même la norme, c'est la base de la mise en route des traitements. Et je dois dire que de ce point de vue-là, pour l'instant, on n'a pas de données méthodologiques suffisamment solides pour proposer ce traitement à tous les patients. Soit, et c'est une situation qu'on affronte régulièrement en médecine interne, notamment dans le cadre des maladies rares, soit on est dans une situation où, du fait de la rareté de la maladie ou du fait parfois de l'urgence, on n'a pas de réponse formelle sur le plan méthodologique. Et là, on peut discuter ce qu'un de mes maîtres en médecine, le professeur Piette, appelle le pari de Pascal transitoire. C'est-à-dire que finalement, la molécule ayant peu d'effets indésirables, supposés,
on va pouvoir le proposer sur une période courte, en fait. Et ça, en fait, ça s'évalue de manière individuelle avec une analyse du bénéfice et du risque de l'administration de ce traitement. Donc la première étape, c'est quand même de savoir si le médicament est efficace. Et pour ça, on ne peut que recommander de faire ce qui est en cours actuellement, c'est-à-dire de participer au protocole de recherche. Si tout le monde s'y met et si on avance rapidement dans l'inclusion des malades dans ces protocoles de recherche, on risque, j'espère qu'on aura rapidement la réponse à la question que tout le monde se pose, est-ce que ce médicament est efficace d'une part sur l'infection virale et d'autre part surtout sur les symptômes, ce qui actuellement n'existe pas. On n'a pas de données dans l'étude de Raoult sur la symptomatologie clinique. Merci professeur Zahir Amoura. Voilà